Bisou et Woofy est enregistré devant un vrai public dans nos studios en Corrèze. Salut Woofy. Vocal! Salut Woofy. Franchement, rentre par la fenêtre la prochaine fois. Mais je suis la star quand même. Quoi? Oh, le gars il vient juste de dire qu'il a le melon. Vas-y, il rigole vraiment pour rien. Bon ouais, t'étais où? J'étais parti à la bibliothèque des Popotames, la Popothèque, pour faire des recherches sur les sitcoms. Ouais, t'aurais pas pu juste aller sur internet pour ça? Tu veux dire le Popoternet? Oh putain, vas-y. Bon, au moins on va dire qu'on a de la matière pour bosser. Youpi! On fait quoi maintenant? Ah bah dans les vrais sitcoms, tu sais, à la fin ça finit par une catchphrase qui marche à chaque fois, qui est bien pourrie. C'est pas très popotame ça! Ah t'es nul hein. Eh, pourquoi tu dis hippopotame? Je crois que c'est hippopotame l'animal. Alors papou, t'en as pensé quoi? Je sais pas trop, tu pourrais la vendre à Disney+, vu leur contenu. Bonjour à tous, alors c'est qui veut une nouvelle chronique sur les séries télé? Tu as les droits de diffusion? Ah non, mais après c'est à caractère informatif, le fair use, tout ça, et puis ta gueule. Donc, le but ici est de vous en dire un petit peu plus sur ce médium qui a explosé ces 20 dernières années. Nous allons un peu parler de toutes les époques, de tous les genres, on va faire plein de hors-sujets rigolos, enfin sympas, enfin factuels. Bref, pour cette première émission, nous allons faire un tour d'horizon sur les sitcoms. On a tous regardé des sitcoms, au moins dans notre enfance, quand nos parents voulaient être pépères. Les sitcoms américaines plus particulièrement se sont ancrées dans notre paysage culturel. Alors certains disent « Ah, mais je les ai vus et revus des dizaines de fois » ou « Je connais les répliques de Friends par cœur, blablabla. » Au point qu'il est devenu évident pour nous que cette partie de la culture américaine fasse également partie de la nôtre. Mais l'est-elle au même degré? Est-ce que ce qui est culte pour nous l'est aussi aux USA? Ont-ils pour base comique les mêmes sitcoms que nous? Arrête avec les zooms, papou. Bref, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans notre shopping list numéro 1, les sitcoms américaines cultes inconnues en France. Ou presque. Alors une sitcom, c'est quoi pour rappel? Sitcom, c'est la contraction en anglais de situation comedy, soit le comique de situation. Alors c'est pas une surprise, hein, le genre est né aux États-Unis. Même s'il serait intéressant de faire un genre un tour d'horizon sur les sitcoms françaises, voire européennes. Tu crois vraiment que tu vas faire d'autres épisodes après ça, papou? Personnellement, j'entends par un comique de situation des scènes tournées en tant que spectacle vivant, en fait. C'est mon avis perso à moi, c'est vraiment des scènes tournées avec des vrais rires issus d'un vrai public, vrais applaudissements, etc. Alors, à l'origine, le genre était prévu pour ne coûter que très peu d'argent. Généralement tourné dans une déco unique, façon théâtre. Les rires du public étaient vraiment inclus aux épisodes pour promouvoir, accentuer l'approche comique. L'approche théâtrale permettait d'apporter un certain grain aux scènes qui se perd un peu de nos jours, je trouve. Par exemple, des scènes cultes extrêmement longues ou des fous rires incontrôlés qui augmentaient le comique de situation, justement. Bref, ça n'avait vraiment pas de prix. Aujourd'hui, encore une fois, c'est que mon point de vue, je trouve qu'on attribue le genre sitcom à tout ce qui se réfère à la comédie, en fait, dans les séries télé. Les comédies dramatiques ou classiques sans rire, comme Malcolm, par exemple, ou même les docu-fictions, comme The Office ou Modern Family. Je suis pas fan de cette globalisation, perso. Papou, ton avis, on s'en fout. Pas cette fois, yeah! Bref. Généralement, les saisons de sitcom contiennent des épisodes au format court d'environ 20 minutes. Cela afin d'y laisser passer 8 à 10 minutes de pub environ, dans le but de couvrir une tranche horaire d'une demi-heure pile. Oui, parce qu'aux US, les tranches horaires, c'est sacré. Et c'est carré. C'est un carré. 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Parce qu'en France, c'est genre... Oh, regarde, Woofy, ce soir, il y a Pékin Express à 20h45.
Ça commence quand? Je veux dormir! Ah, je suis guéri. Alors à propos de la durée aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les chaînes câblées ou les plateformes de streaming, hein, comme Netflix et compagnie, on privilégie toujours les formats courts, mais à un degré beaucoup plus libre. Ça peut aller de 15 à 35 minutes environ. Cependant, ce n'est pas le sujet du jour. Et surtout, j'ai la flemme d'en parler. Car aujourd'hui, on va plutôt évoquer ces sitcoms qui ont posé de sacrées bases au genre durant la deuxième moitié du XXe siècle, mais dont on n'a pas ou peu entendu parler ici, en France. Oui, j'ai vraiment écrit France dans mon script. Je suis minutieux, ça fait plaisir. Bon allez, C'est parti! numéro 1. I Love Lucy. Alors d'abord, une petite fiche d'identité créée par Jess Oppenheimer, diffusée de 1951 à 1957 sur le réseau CBS. Elle comporte 6 saisons, plus une saison bonus, pour un total de 179 épisodes. Signe particulier, elle est en noir et blanc et elle a posé les bases de la sitcom moderne, rien que ça. Il s'agit probablement de la sitcom la plus connue aux États-Unis. Et si jamais vous en avez jamais entendu parler, je suis sûr que vous avez déjà entendu des références à cette série dans une autre. I Love Lucy raconte la vie de Lucy Ricardo et de son mari Ricky. Ricky Ricardo? Bah oui. C'est un peu facile comme nom latino, non? Bah, je sais pas trop si... C'est comme si moi, je m'appelais Bisou Mac Bisou. Mais tu t'appelles Bisou Mac Bisou? Hein? Bref, le pitch. Lucy rêve de ne plus être une femme au foyer et de s'émanciper en tant qu'artiste. Mais son mari n'entend pas trop de cette oreille. Alors qu'il est juste directeur d'un cabaret. Et bon, passons. Donc Lucy va contourner l'interdiction de son mari en provoquant connerie sur connerie, point de faire rire le public. Tout ça avec l'aide de sa meilleure amie Ethel. Alors, I Love Lucy, ou juste Lucy, hein, pour les intimes, c'est juste énorme. Déjà parce que c'est toujours culte, hein. Et puis c'est énorme aussi pour les bases que ça a posées, hein, des bases techniques, artistiques, culturelles, il y a de tout. Alors pour vous donner un aperçu, hein, en vrac, c'est la première sitcom populaire à être enregistrée devant un vrai public, la première à parler de l'indépendance de la femme, la première à être tournée à Hollywood, la première à être tournée en 35 mm, soit le format standard des sitcoms qui ont suivi, la première à avoir des super guest stars comme John Wayne, Bob Hope, Orson Welles. Et que quand c'est des stars des années 50, mais qu'on les connaît toujours un peu, c'est que c'est des gros stars quand même. Et si vous vous demandez pourquoi, dans des séries, vous entendez le fameux Lucy, I'm home. Lucy, I'm home. Eh bien ça vient de là, il s'agit de la catchphrase, la phrase d'accroche, de Ricky à chaque fois qu'il rentre à la maison. Lucy! I'm home! En conclusion, hein, si vous êtes en mal d'histoire culturelle, bah je vous la recommande. I am not Lucy. I know that. It's a reference to an old TV. Never mind, open the door. Numéro 2, The Brady Bunch. Donc petite fiche d'identité, hein, The Brady Bunch, série créée par Sherwood Schwartz, diffusée de 1969 à 1974 sur le réseau ABC. Elle comporte 5 saisons pour un total de 117 épisodes. Et signe particulier, bah c'est de la famille. Donc, The Brady Bunch met en scène la famille recomposée des Brady, suite au mariage de Mike et Carol, qui ont tous les deux eu 3 enfants chacun, issus de leurs précédentes unions. Ça nous rappelle rien? Alors pour pas que les cerveaux des pauvres téléspectateurs de l'époque explosent, hein, il a été décidé que Mike, le papa, ait 3 garçons et que Carol, la maman, ait 3 filles. Alors pour être tout à fait honnête, hein, The Brady Bunch c'est pas une série exceptionnelle, mais elle a ce statut culte aux États-Unis et ce uniquement grâce aux rediffusions forcées. C'est pour ça que je voulais en parler en fait. Cette série c'est un petit peu la maman de toutes ces sitcoms familiales, c'est un peu légères, pas exceptionnelles et qui sont entrées dans le paysage culturel à coup de marteau dans la gueule, bim. Et en France, hein, des chaînes comme M6, ils en ont fait leur fonds de commerce, hein, de ce genre de séries, avec des sitcoms tels que Madame est servie, La vie de famille, Notre belle famille, Ma famille d'abord, Modern Family. Donc voilà, je mentionne l'existence de The Brady Bunch pour la place qu'elle a représentée dans le paysage culturel américain. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà. Alors si, il y a une anecdote marrante sur la série. Dans la dernière saison, les enfants devenant trop grands, les scénaristes ont eu la fantastique idée d'ajouter un nouveau personnage jeune à la famille, une nouvelle caution enfant. Introducing le cousin Oliver. Donc le cousin Oliver, c'est le cousin de la famille qui rejoint du coup la série sur sa fin. Et on peut dire que le personnage a été très mal reçu. Can I help? No, it's all right, Oliver. I can handle it. But I wanted the family now. I'm supposed to help. Oliver, it's okay. I can get it. Well, if you insist. Oh, gee, I'm sorry. I was just trying to help. On l'accuse même d'avoir achevé la série qui, en effet, a été annulée la même année.
D'ailleurs, le terme cousin Oliver est depuis devenu un terme connu pour parler de l'ajout ou du rajout d'une caution enfant, ado, voire bébé. Tout ça pour donner un second souffle à une série. Salut mon filles. Bah, vous n'applaudissez pas? Ah, la série s'essouffle, hein, mon beau bisou. C'est bientôt la fin. Tiens, une visite, mais c'est qui? Cousin Fozo! Alors, dans les différentes séries, il y a quand même eu de bons cousins Oliver qui ont été rajoutés, comme les jumeaux Nicky et Alex dans La Fête à la Maison, par exemple. C'est les enfants de l'oncle Jesse et de Becky. Alors, le but là était de remplacer plutôt une caution bébé plutôt qu'enfant, car Michelle, jouée par les jumelles Olsen, était devenue trop grande pour être le bébé de la série. À noter que pour le reboot de la série, 20 ans après, sur Netflix, les jumelles Olsen, elles ont carrément boudé la série. Where's my little sis? Well, Michelle sends her love, but she's busy in New York running her fashion empire. Mais les jumeaux ont accepté de venir faire un petit coucou dans le pilote, ce qui est plutôt sympa de leur part. Alors, comme notre bon cousin Oliver, on a aussi... oui, il a eu la petite Maddie dans Ally McBeal, jouée par Hayden... Pas de lièvre, pas de tiers, panitaire. Bref, la cheerleader dans Heroes, c'était la fille cachée d'Ali, en fait, qui avait donné ses ovules à l'époque à la fac, qui n'était pas au courant qu'elle avait un bébé, tout ça. Save the cheerleader, save the world. Bon, ce perso était un petit peu une idée sortie du cul, faut avouer, mais la complicité entre les deux actrices était plutôt bonne. Bon, sinon, comme Oliver, on a aussi eu Olivia, la belle-fille de Denise, dans le Cosby Show, qui a remplacé une Rudy, devenue trop grande. Un ajout un peu poussif, compensé par le super jeu de la petite, faut dire. Puis plein d'autres se sont bien imbriqués, le petit Nicky dans Le Prince de Bel-Air, Dawn dans Buffy contre les vampires, dont l'ajout mystique était au cœur de l'intrigue de la très bonne saison 5, le petit Ricky dans I Love Lucy. Ah, mais je connais ça. T'es con, on vient de... Au passage, il s'agit du bébé issu de la première grossesse d'une actrice dépeinte dans une sitcom. Je l'avais oublié dans ma liste de tout à l'heure, d'ailleurs. Désolé. Et enfin, comme dernier Oliver sympa, on peut compter le personnage de Luke Brower, dans les 2 dernières saisons de Quoi de neuf Docteur, qui a permis de lancer la carrière de Leonardo DiCaprio. Et ouais. Mais c'est incroyable, je vole. Sinon, bien évidemment, on a aussi eu des mauvais cousins Oliver, comme Seven dans Marier 2 enfants, un ajout tellement mauvais qu'ils l'ont fait disparaître du jour au lendemain, au point d'en faire des blagues la saison d'après lorsque l'on voit sa photo de recherche sur des briques de lait. Sam dans Randy et Willy, qui en cherchant à ramener plus de blanc dans le casting a provoqué l'annulation de la série 2 ans plus tard. Louise dans Mon oncle Charlie, qui était là pour remplacer le personnage de Jake, qui était devenu trop grand. Jake avait d'ailleurs critiqué la morale de la série après avoir rejoint l'église adventiste du 7e jour. Bref, toute cette liste pour dire... Merci Oliver. You're welcome. Numéro 3, Taxi. Et non, je ne parle pas de la série de films avec Samir Nasri. Pardon. Ni du remake New York Taxi, ni de la série du remake du reboot du portage de la série du film du reboot Taxi Brooklyn. J'aime bien comment il donne le nom de la ville à la fin, j'arrive à avoir plein de spin-offs comme NCIS, Les Experts... Bref, non, ici je parle d'une série pas si connue qui a pourtant permis à pas mal d'acteurs connus, eux, de s'affirmer. Et on va découvrir ça ensemble via sa fiche d'identité. Donc Taxi, créé par James L. Brooks, diffusé de 78 à 83 sur le réseau ABC, puis NBC, sur sa fin, mais également sur Série Club pendant les années 2000. Merci Série Club, merci. 5 saisons pour 114 épisodes. Et en signe particulier, son grand nombre de prix mérités, notamment ses Emmy Awards, les Oscars de la série. Et oui, parce que Taxi est une série de qualité, au point de se demander en fait pourquoi elle est si méconnue de ce côté-ci de l'Atlantique. Taxi raconte la vie des employés de nuit d'une compagnie de taxi de Manhattan, la Sunshine Cab Company. Tous sont blasés ou résignés par leur emploi et rêvent d'une vie meilleure qu'ils essaient d'atteindre dans la plupart des épisodes. Alors, Taxi est vraiment une série socle, des sitcoms dites fraternelles, où ni la romance ni la famille ne sont le point d'orgue. Ce genre de série typique, où tout est centré généralement sur un lieu, servant de prétexte pour faire vivre plein de situations rigolotes à plein de personnages qui n'ont aucun point commun entre eux. Taxi est d'autant plus une pépite, car elle a permis, comme je le disais, à pas mal d'acteurs plus ou moins connus de se lancer, ou tout du moins de s'affirmer. Donc en vrac, on y retrouve Danny DeVito, dans le rôle du répartiteur despotique. Je vais pas parler de sa filmographie, de Vito, sinon ça prendrait des jours, je vous laisse regarder, mais pour ceux qui savent pas, ce type, il a vraiment eu une carrière incroyable. Et en plus, il me ressemble. On a aussi Tony Danza, un ex-boxeur un peu neuneux, au nombre incalculable de défaites. Alors pour ceux qui connaissent pas Danza, son rôle le plus connu, c'est probablement celui de Tony dans Madame est servie, que j'ai cité plus tôt, que les moins de 30 ans ne connaissent probablement pas, mais qui était une excellente sitcom également. Tony Danza, il a également joué dans plein de séries d'avocats comme The Practice ou Family Law.
Et on l'a aussi vu récemment dans la dernière création policière du créateur de Monk. Il joue le père du héros, un ex-flic ayant été accusé de corruption, qui est père d'un policier plus qu'honnête, joué par Josh Groban. Pourquoi pas? Bah, ça va changer les chants de Noël. Hein. Et il s'est pas fait un petit lifting depuis, Tony? Sinon, comme autre acteur, on y trouve également Christopher Lloyd. Oui, le doc de Retour à le futur, dans un rôle encore plus fou, c'est juste dingue. Il joue un révérend addict à toutes les drogues qui est complètement allumé. Je vous laisse découvrir un extrait où il essaie de deviner la provenance des feuilles de coca contenues dans un gâteau. C'est juste énorme. Ooh, they got a nice little surprise inside. Coca leaves. The stuff that they make cocaine out of? Yeah, from South America. Peru, I believe. Southern Peru. 74 before the rains. Voilà, et enfin, on ne peut pas mentionner Taxi sans mentionner Andy Kaufman, qui joue le rôle de Latka, une espèce de comic relief. Il joue un immigré issu d'un pays imaginaire, un peu comme Fez dans 70 Show. Il est fort possible que vous ne connaissez pas Kaufman, mais ce type était complètement taré. Il faisait des blagues assez proches au point de les rendre fous, il arrangeait de faux happenings. Certains connaissent peut-être celui où il se bat contre un catcheur dans un talk show avec qui tout était préparé. La blague, elle a duré des années. Même quand il annonçait à ses amis qu'il avait un cancer, phase terminale, personne ne l'a cru. Et certains pensent aujourd'hui qu'il est encore vivant. Pour en savoir plus sur ses débuts de dingue et sa vie en général, je recommande fortement son biopic Man on the Moon avec Jim Carrey. Un super film où d'ailleurs les acteurs de Taxi ont repris le rôle de leur jeunesse pour rejouer les scènes de tournage de l'époque. Alors à l'exception de Tony Danza, mais aussi de Danny DeVito, qui pour le coup jouait un autre personnage dans le film. Oui, ça aurait été un petit peu con de le voir du coup dedans. Bref, ce film est à voir, cette série est à voir, ça sent la bonne rue new-yorkaise post-guerre du Vietnam et c'est du tout bon. Numéro 4, Cheers. 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 Si cette musique vous dit quelque chose, eh bien ça vient de là. Un générique devenu culte aux US au point de se greffer partout dans la culture populaire. Et je ne parle même pas de la série. Evening, everybody. Afternoon, everybody. Afternoon, everybody. Hey, Noam. Sorry, Noam. Thirsty guy walks into a bar. You finish it. Sway! Sometimes you wanna go. Transition, fiche d'identité. Cheers, série créée par Les Charles, Glenn Charles et James Burrows, diffusée de 82 à 93 sur le réseau NBC. Et pareil, on peut dire merci à Série Club de l'avoir passé à ses abonnés durant mes années d'adolescence. La série comporte 11 saisons de 275 épisodes. Signe particulier, si vous pensez que 275 épisodes c'est pas assez, Arrête, s'il te plaît. son spin-off, Frasier, contient à lui seul 265 épisodes. Mais pourquoi tu fais la voix grave là, papou? 265, c'est moins que 275. Non mais c'est 275 plus 265, ça fait beaucoup. Ah bon? Ça fait combien? Ça fait 275 plus 265 épisodes. Bref, l'univers de la série est juste énorme. Elle dépeint le quotidien d'un bar de Boston où les habitués se retrouvent régulièrement pour picoler / socialiser. On retiendra comme tête d'affiche l'acteur Ted Danson, que vous connaissez peut-être dans des séries comme Baker, une sitcom du même genre de 98 à 2004. Les Experts, dans laquelle il remplace Morpheus, qui lui-même remplaçait Grissom, ou encore Bored to Death, une super série HBO malheureusement annulée avant sa fin, avec un super casting, notamment Jason Schwartzman et Zach Galifianakis avant le phénomène Very Bad Trip. Au passage, Bored to Death est un très bon exemple de sitcom moderne d'ailleurs. Pour moi, c'est clairement plus une comédie dramatique qu'une sitcom, hein, mais bon, encore une fois, on va dire que je suis un puriste. Il l'est. Au passage, Ted Danson a récemment joué dans une série Netflix dont la classification en tant que sitcom n'est pas si évidente non plus. The Good Place avec Kristen Bell, alias Veronica Mars, série dans laquelle il joue un être surnaturel complètement à la ramasse et où son jeu d'acteur est excellent. Mais revenons à Cheers. Cette méga série qui a pourtant failli être annulée dès sa première saison, son renouvellement providentiel lui a fait battre tous les records avant de devenir une véritable institution aux États-Unis. Je me mets dans la peau du petit coproducteur qui a sauvé la série là. Voilà, c'est fait.
Longue série oblige, certains personnages principaux de Cheers se sont installés plutôt dans les saisons tardives, comme celui de Woody Boyd joué par l'excellent Woody Harrelson, True Detective, tout ça, et bien sûr Kelsey Grammer dans le rôle de Fraser Crane, dont le personnage a donné la série Frasier, qui a prolongé la mythologie de la série jusqu'au XXIe siècle. Bon, après Cheers ne fait pas partie de mes sitcoms favorites, ou quoi que ce soit, mais sa place dans le paysage culturel américain est tellement importante que si on la connaît pas, on peut ne pas piger des blagues d'autres sitcoms en fait. A vasectomy is a very serious decision. I want to make sure you've both thought this through. I have. I've thought about it and I've decided I don't want to have children. Family planning. And what about you, Tracy? The Cosby Show lied to me. I don't think there's a box for that on the form. What about Cheers lied to me? Okay. Donc voilà, à vous de voir si vous êtes assez acharné pour vous taper les 22 saisons de l'univers Cheers. Genre, j'ai que ça à foutre de mon popo chômage. Et comment se passe la recherche de ton popo travail? Afternoon, everybody. He said mommy. Numéro 5, Just Shoot Me, ou Voilà, en VF. Alors je dois avouer que cette série-là a moins marqué que les autres, le paysage culturel américain, mais je tenais perso absolument à parler de celle-là. La fiche, papou! Ouais. Alors, la fiche d'identité. Donc, Just Shoot Me, voilà. Série créée par Steven Levitan. Ce nom vous dit peut-être quelque chose? Non? Je sais pas, Modern Family par exemple, tout ça? Ah voilà, c'est lui. Diffusé de 93 à 2003 sur le réseau NBC, et en France aussi sur Comedy. C'est là que je l'ai découverte d'ailleurs. Elle a 7 saisons, pour un total de 148 épisodes, et en signe particulier, elle a l'honneur de faire partie de mon top 5 des sitcoms. Très grand honneur. Bon, après je l'ai pas forcément re-regardé depuis. L'histoire prend place dans la rédaction d'un magazine type Vogue, du nom de Blush. Alors, le début de la série cadre plus l'intrigue sur le personnage de Maya. C'est la fille du rédacteur en chef Jack, qui est un petit peu déçue de ne pas pouvoir faire du vrai journalisme en étant embauché chez Blush, mais qui doit bien pouvoir se payer à bouffer. Mais par la suite, tous les personnages deviennent d'égale importance, et je dois dire que comme chaque acteur est excellent dans son rôle, ça crée une super alchimie, un résultat... Alors, niveau cast, etc., la série est portée par ce grand acteur de jadis qui est George Segal, mais également par des acteurs de séries, téléfilms, petits films comme Wendy Malick, Laura San Giacomo, Enrico Colantoni, que j'aime beaucoup, car il a joué aussi dans Veronica Mars, mais aussi dans Stargate, et plus récemment Travelers, qui est génial, Travelers, qui s'est terminé récemment aussi, voilà, bref. Et enfin, on y retrouve David Spade, qui est très connu aux US, de la même façon que peut l'être un Adam Sandler, sur certains aspects. Oui, en fait, Sandler est connu en France, par exemple, mais il est très connu aux US. Et c'est un peu pareil avec des acteurs comme David Spade, c'est la même génération, Saturday Night Live, tout ça. D'ailleurs, c'est assez courant, cette différence de niveau de célébrité d'acteurs américains chez nous en France, parce que nous, on s'en rend pas compte, en France, à quel point certains acteurs ou chanteurs peuvent être connus. Bref, Just Shoot Me, son apport comique est juste énorme. Hello, Mr. Clean. I've been a very dirty girl. Let's see how you like this, naughty boy. Hello, security? Never mind. Je trouve personnellement qu'on n'a pas assez parlé de cette série au fil du temps, même si je suis content pour Steven Levitan, qui a raflé Emmy Award sur Emmy Award grâce à Modern Family. Je trouve que cette dernière, c'est beaucoup plus essoufflé que Just Shoot Me, par exemple. Dans tous les cas, Levitan s'impose comme le maître de la sitcom avec ses 2 créations, et je pense vraiment que cette série doit rentrer au panthéon des sitcoms. Et voilà, c'est tout. Attends, papou, j'en ai une autre! Ok. Le bonus de bisous! Petit bonus final, car il faut en parler, la série Seinfeld. Alors, je triche un peu avec Seinfeld, car je pense que c'est une série qui est bien plus connue en France que les autres. Elle n'en est pas moins absente du paysage série culte, car en France, cette série n'a été citée comme celle d'avant que sur certaines chaînes câblées. Genre Canal+, Canal Jimmy... Voilà, les 2 canaux, en fait. Enfin, canaux. Bref. C'est mon bonus, papou! Ok.
Alors, c'est quoi Seinfeld? Alors, il y a plein de choses à dire dessus, au point que je ne vais pas tous les dire parce que j'ai la flemme. Mais je vous fais la fiche. Alors, c'est une série créée par Jerry Seinfeld et Larry David. Alors, Larry David, c'est celui qui a fait Larry et son nombril. C'est là où il y a cette musique-là. Diffusée de 89 à 98 sur le réseau NBC. Et comme dit tantôt, les chaînes câblées en France. Et on m'a dit dans la pop oreillette que Papou pourrait m'acheter si l'émission marche, qu'il y a eu quand même une diffusion en France sur une chaîne publique. Oui, on me dit bien que la chaîne France 2 l'a diffusée le 24 janvier 1998 dans une nouvelle émission de test intitulée La famille sitcom. Je parle de ce soir-là car c'est aussi ce jour-là que vit le jour la première diffusion de Friends en France. Mais abrège là, t'as même pas fini la fiche d'identité. La série comporte 9 saisons pour un total de 180 épisodes. Le signe particulier, c'est pas compliqué, hein. Au même titre que Friends a été la taulière pendant les années 90 jusqu'au milieu des années 2000, et l'ancienne occupante du trône était Seinfeld. La seule différence étant que Seinfeld n'a jamais totalement conquis la France. Mais la Belgique, oui, à ce que j'ai lu. Bizarrement. Donc voilà, si vous voulez savoir comment se déroulaient les sitcoms de potes trentenaires à l'époque. Une catégorie devenue un sous-genre à part entière pour moi. Foncez voir les péripéties de ce comédien de stand-up à Manhattan et de ses amis. Beaucoup ont sacré à l'époque comme la meilleure série de tous les temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai d'autres listes de ce genre plus tard, je pense. J'espère que vous avez découvert des choses qui vous ont donné envie. À l'avenir, je compte faire d'autres épisodes se spécifiant davantage sur des séries en particulier, avec une approche plus analytique et sociétale, afin de... c'est chiant, Papou, ta gueule.